أستاذ عزوز عبد الرحيم أستاذ التعليم العالي وعميد كلية الطب والصيدلة بوجدة. Alors, la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda aura bientôt 5 ans, puisque le démarrage s'est fait en octobre 2008. Et actuellement, nous sommes en fin de 5e année. Ça veut dire qu'il nous reste 2 ans pour accomplir le cycle, qui est de 7 ans. Alors, sur les 5 niveaux que nous avons maintenant, nous comptabilisons 1070 étudiants exactement, dont à peu près 55% sont des étudiants étrangers venant essentiellement des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Sur les 2 ans à venir, nous comptons recruter 250 pour l'année à venir et probablement un peu plus pour l'année d'après, de façon à ce que vers la fin du cycle, nous serions à peu près 1700 étudiants. Alors, pour encadrer les 1700 étudiants, vous imaginez qu'il faut beaucoup de monde, hein, aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan administratif et technique. Et par rapport à ces 2 plans, nous avons un gros déficit qu'il va falloir absolument combler de façon à ce que la faculté soit réellement autonome. Alors, pour faire simple, disons que la faculté de médecine et de pharmacie dispense un enseignement dans à peu près 50 spécialités, et toutes ces spécialités pratiquement ont un pendant universitaire hospitalier, c'est-à-dire que les personnes qui officient à la faculté, qui dispensent des cours, s'occupent en même temps de services hospitaliers, que ce soit des services cliniques ou de services biologiques. Et on estime que pour qu'une faculté soit autonome, il faut en moyenne 3 enseignants par spécialité. Il y a des spécialités qui nécessitent plus, surtout les spécialités cliniques, d'autres qui nécessitent moins, c'est essentiellement les spécialités dites précliniques. Alors, sur la base de cette moyenne de 3 par enseignant, logiquement, la faculté de médecine devrait disposer de 150 enseignants au minimum. Alors, ces 150 enseignants, je ne pense pas qu'on puisse les avoir avant une dizaine d'années, surtout au rythme du recrutement actuel, qui est un rythme pas très optimum à mon sens. Actuellement, nous sommes 62 enseignants, donc on est loin des 150. Il y a un gros déficit aussi pour ce qui est du personnel administratif et technique pour encadrer tous ces effectifs et pour assurer aussi un travail de secrétariat au niveau du CHU qui est en train de naître. Et globalement, une centaine de personnes sont indispensables pour la marche d'une faculté de médecine. Actuellement, nous en sommes à 22. Donc, vous imaginez l'ampleur du gap qui nous reste à combler. Et ce gap est d'autant plus important qu'il y a une extension de la faculté de médecine parce qu'il faut savoir que cette faculté n'est pas encore achevée et qu'il y a actuellement de grosses structures qui sont en train d'être achevées, avec notamment de nouveaux amphis, grands amphis, parce que les anciens ou les premiers amphis sont tout petits, incapables d'absorber le nombre d'étudiants que nous recrutons chaque année. Il y a aussi une extension au niveau des laboratoires, au niveau du centre de simulation, parce que nous sommes en train de monter un centre de simulation clinique qui, à mon avis, aura une importance capitale pour l'encadrement et pour l'enseignement. Voilà, donc en gros, voici où est-ce qu'on en est par rapport à la faculté de médecine. Alors, il y a maintenant le CHU, le Centre hospitalo-universitaire Mohamed VI, qui va ouvrir bientôt. Alors, nous tablons sur la fin de l'année, c'est-à-dire en gros vers fin décembre, parce que si le bâtiment est presque fini, il y a un processus d'équipement qui est en cours et qui devrait demander quelque chose comme 6-7 mois, y compris la phase d'essai, pour que le CHU puisse être opérationnel. Et bien entendu, chemin faisant, il va falloir recruter un grand nombre de personnel infirmier, de personnel technique, de personnel administratif pour faire marcher, pour pouvoir démarrer une activité au niveau du centre hospitalo-universitaire. Quand le CHU aura atteint sa vitesse de croisière, nous tablons sur quelque chose comme 1200 personnes, ce qui est un chiffre énorme, pour pouvoir
faire travailler le CHU à plein régime. Sauf que le mieux, ce serait d'atteindre ce chiffre de façon très progressive parce que il est évident que gérer un afflux massif de personnel sera administrativement parlant et techniquement parlant difficile à gérer. Donc dans un premier temps, nous disposons, octroyés par le ministère des Finances, nous disposons de quelque chose comme 500 postes. Nous espérons pouvoir les avoir, parce que vous savez que quand on ouvre un concours de recrutement, il n'est pas dit que les gens se bousculent au portillon. Donc si nous arrivons à avoir les 500 pour pouvoir démarrer, ça serait une très bonne chose. Alors ce processus aussi va prendre du temps, parce qu'il va falloir organiser un concours. Nous comptons l'organiser probablement vers la mi-juin. Pourquoi mi-juin? Parce que on aura à ce moment-là tous les lauréats des IFCS de la région qui seront disponibles. Donc, le processus d'équipement qui est en cours, le processus de recrutement que nous allons entamer, va nécessiter donc le délai dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un délai de 7 mois à peu près, ce qui nous amène effectivement vers la fin décembre. Voilà en gros ce qui se prépare au niveau de la faculté et au niveau du CHU qui, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, sont deux entités qui sont extrêmement imbriquées, l'un ne pouvant pas fonctionner sans l'autre. Il y a même des pays où c'est une seule entité. Je donne l'exemple de celui des États-Unis. Et aux États-Unis, effectivement, le CHU appartient à la faculté avec un seul, on va dire, avec une seule instance de tutelle. Ça, on n'y est pas encore. Et cette dichotomie santé-enseignement crée un certain nombre de dysfonctionnements. Donc il faut que les gens sachent que hôpital universitaire et faculté de médecine, c'est de facto une seule entité. Et que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais bien aborder avec vous un autre volet qui concerne notre discussion. Donc vous avez bien éclairci tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est ressources humaines et tout ça, le déroulement de cette faculté de médecine. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en est pour ce qui est la faculté de pharmacie, tout d'abord, et la faculté de tout ce qui est chirurgie dentaire aussi. Donc c'est très important de nous donner quelques idées concernant ça. D'accord. Vous avez raison de parler de pharmacie, parce que la faculté s'appelle la faculté de médecine et de pharmacie. Et il est légitime de se poser la question, où est la pharmacie? Alors voilà. Au Maroc, il n'y a pas de faculté de pharmacie à part, comme ça se passe dans d'autres pays. Donc, les facultés de médecine sont censées héberger une section pharmacie. Sauf que ça n'est pas automatique. La faculté de médecine de Rabat a démarré en 1962 et la section pharmacie a été implantée en 1986, c'est-à-dire 24 ans après. À la faculté de médecine de Casa, qui date, elle, de 1975, la section pharmacie n'a été implantée qu'il y a 2 ans. Et encore, cette section pharmacie est pratiquement prise en charge par la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. C'est-à-dire que c'est les enseignants de Rabat qui vont y enseigner, et ça pose déjà un problème. Je dis ça, abstraction faite du besoin réel. Parce que vous savez, il me semble qu'il y a déjà pléthore en pharmaciens, et dès lors que les lauréats de pharmacie n'ont de débouchés en quelque sorte que dans les officines, rarement dans des laboratoires, eh bien, il serait, à mon avis, inutile que d'implanter d'autres sections pharmacie en sachant que les débouchés n'existent pas. Probablement que le jour où les pharmaciens feront, entre guillemets, autre chose que de la pharmacie d'officine, eh bien, peut-être que le besoin s'en ressentira. Et à ce moment-là, d'autres sections pharmacie pourraient être implantées dans les autres facultés de médecine. Mais ça s'appelle faculté de médecine et de pharmacie pour anticiper sur le jour où la section pharmacie sera implantée. Mais moi, je pense que pour le moment, le besoin n'y est pas. Et de toutes les façons, si on pense implanter une section pharmacie, c'est toute une logistique qu'il va falloir préparer. La pharmacie, c'est essentiellement une formation en laboratoire.
mon laboratoire spécialisé. Donc il ne s'agit pas seulement disons, de démarrer un enseignement facultaire, ça c'est pas difficile, mais pour tout ce qui est travaux pratiques, c'est quelque chose comme 12 laboratoires qu'il faut implanter. Je dis 12 comme ça de mémoire, parce que c'en est probablement plus. Voilà. Par contre, pour ce qui est de la médecine dentaire, ça devrait être une faculté à part. Hein. Donc, les facultés de médecine dentaire au Maroc, il y en a 2, c'est des facultés à part entière. Donc, elles ne sont pas affiliées aux facultés de médecine. Pour ça, je pense qu'il y a effectivement un besoin. Je pense que c'est dans les plans du ministère de tutelle. Il y a une réflexion sur ça, et probablement que à côté des facultés de médecine existantes, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore, celles qui ne sont pas accompagnées d'une faculté de médecine dentaire, probablement qu'il y en aura d'autres. Je pense à Marrakech, à Fès et pourquoi pas à Oujda. Voilà. Donc, monsieur le professeur, vous nous avez donné une idée claire. Les effectifs et tout ça d'enseignement et d'étudiants, etc. Et là, sur base de ces données, j'aimerais bien, j'ai une petite réflexion. Est-ce que vous pensez que la qualité de formation, puisque la formation d'un médecin, donc c'est une responsabilité, le médecin a une vie humaine devant lui, et qu'une formation avec uniquement des assistants ou des maîtres assistants, est-ce que ça ne peut pas un peu ennuyer, puisqu'il n'y a pas beaucoup de professeurs et tout ça, Non, alors, dans cette faculté de médecine, ce sont 2 volets. Il y a un enseignement facultaire, théorique, avec des travaux pratiques, et il y a un enseignement sur le terrain, c'est-à-dire les stages hospitaliers. L'enseignement théorique, il n'est pas fait seulement par les professeurs assistants de la faculté de médecine d'Oujda, mais il est fait aussi par d'autres professeurs que nous amenons d'autres facultés, là où il y a un manque. Ceci dit, moi je n'ai pas de crainte par rapport à la qualité de cet enseignement théorique. Pourquoi ? Et ça je le dis d'expérience. Autant un enseignant chevronné qui a 30-40 ans d'enseignement, je vais le dire comme ça, est blasé. Et il n'est pas dit que les enseignants chevronnés, expérimentés, maîtrisent les outils modernes de l'enseignement. Autant les jeunes enseignants, d'une part, maîtrisent ces outils-là, les nouveaux outils pédagogiques, d'autant que tous les enseignants recrutés à la faculté de médecine d'Oujda ont validé un diplôme de pédagogie médicale. C'est même obligatoire dans leur cursus. Et deuxièmement, quand on est jeune enseignant, on a la motivation que peut-être d'autres plus vieux n'ont pas. Autrement dit, c'est des gens, et ça je l'ai constaté sur le terrain, c'est des gens qui sont dans le défi. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils se sentent comme pionniers, à partir du moment où ils se sentent comme bâtisseurs, eh bien, je peux vous assurer qu'ils font des efforts extraordinaires, et je peux même vous raconter une anecdote. Un jour, j'ai rencontré des étudiants, parce que je les rencontre assez souvent, je les ai rencontrés et je leur demandais alors, comment se passe l'enseignement avec les jeunes enseignants. Alors tous m'ont dit à l'unisson, monsieur, les jeunes ils enseignent mieux que les vieux. Je leur ai dit, d'abord merci pour moi. Mais en fait, j'ai saisi le sens de leur réponse. Et moi je suis animateur anesthésisant, donc je supervise l'enseignement de la matière. Et quand les enseignants qui s'occupent de cette matière viennent me présenter leurs cours, eh bien, moi je suis étonné de la qualité de ce qu'ils font. Et je leur dis moi-même que ce qu'eux ils font, moi je suis incapable de le faire. Hein, parce que j'appartiens à une autre époque, j'appartiens, disons, à un autre mode de fonctionnement, à un autre mode d'enseignement. Donc par rapport à ça, je n'ai pas de crainte. Pour ce qui est de l'enseignement pratique, pour ce qui est de l'encadrement des stages hospitaliers, beaucoup ont manifesté la crainte que l'hôpital Farabi, n'étant pas un hôpital universitaire, n'étant pas équipé au top, eh bien, ne puisse pas assurer un encadrement. Ça, c'est totalement erroné. Pourquoi ? Parce que l'encadrement d'un étudiant à l'hôpital, en fait, n'a besoin que d'une seule chose. On va dire plutôt 2. L'encadrement a besoin d'un encadrant et d'un malade. Quand bien même ce malade serait
dans la rue, pour exagérer un peu, mais je ne suis pas loin de la réalité. L'encadrement des stages hospitaliers se fait par compagnonnage. Si l'externe a avec lui un encadrant, combien même ce ne serait qu'un professeur assistant, parce que ce qu'on apprend aux étudiants quand ils démarrent en 3e année, en 4e année leur stage hospitalier, ce qu'on leur apprend, c'est de la sémiologie, c'est les bases de l'exercice médical. Et ça se fait très bien si l'enseignant est sur place. Maintenant, moi je connais la réalité dans les autres CHU. Je la connais très bien puisque je suis issu du plus vieux CHU du Maroc. Eh bien, au CHU Avicenne, les promotions ou les groupes d'externes dans les services sont 50, ils sont 60. Ils ne peuvent pas être pris en charge correctement par un enseignant, combien même cet enseignant serait constamment à leur côté. Il se trouve que ce n'est pas le cas malheureusement. Ici, les échos que j'ai, parce que je fais des visites régulières à l'hôpital Farabi, ils sont excellents. Je peux même vous dire qu'un certain nombre d'étudiants sont partis d'ici dans d'autres facultés, ils ont fait leur transfert, et quand je les rencontre à Rabat par exemple, ils me disent « Monsieur, nous avons regretté de venir ici, à Oujda, nous étions beaucoup mieux encadrés qu'ici. » Voilà, donc moi, vous imaginez bien que mon souci premier, c'est la qualité de l'encadrement de ces gens. J'en suis responsable, j'en suis garant. Eh bien, je n'ai pas de crainte par rapport à ça. J'ai des craintes par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Dans le futur, c'est-à-dire dans 5, 6, 7 ans. Pourquoi ? Parce que le CHU d'Oujda actuel, il est petit. 500 lits, ça sera très largement dépassé en termes de capacité d'accueil en termes de terrain de stage. Et c'est pour cela que moi je suis en train d'anticiper sur la chose pour faire en sorte que les hôpitaux avoisinants, les hôpitaux alentours restent intégrés dans le processus d'encadrement. Quitte à ce que, par exemple, il y ait des enseignants qui soient détachés là-bas à tour de rôle. Parce que 500 lits, c'est les capacités du CHU. Quand je la compare aux 2300 de CHU Avicenne, plus l'hôpital militaire, aux 2000 de Casablanca, là où il y a déjà de l'engorgement, ben vous imaginez que dans 5-6 ans, nous risquons d'avoir des problèmes. Raison pour laquelle il faut absolument que les hôpitaux de la santé publique soient intégrés dans le processus, d'autant plus que ce que nous voulons former comme médecins, c'est quoi ? A priori, nous voulons former des médecins de première ligne, nous voulons former des médecins généralistes, des médecins de famille, qui soient en adéquation avec le système de santé actuel. Il ne s'agit pas pour nous, dans un premier temps, de former de super spécialistes. Ceci dit, la faculté de médecine forme déjà des spécialistes parce qu'il est indispensable pour la marche d'un CHU d'une faculté qu'il y ait des corps intermédiaires. Et donc, c'est pour ça qu'on a entamé un 3e cycle. On l'a entamé il y a 2 ans. Donc, nous avons des promotions de résidents, des promotions d'internes parce que eux aussi, ils contribuent à l'encadrement. Voilà. Donc, l'encadrement pratique, c'est du compagnonnage. L'externe est accompagné par l'interne qui est au-dessus de lui, il est accompagné par le résident qui est au-dessus de l'interne, il est accompagné par le PA qui est au-dessus de... Et c'est une chaîne. Bon, puisque bon, c'est vrai, bon, à travers le monde, c'est exceptionnel, où il n'y a que des jeunes, que des assistants et tout ça qui font. Ce n'est pas... C'est pour moi... Oui. Je veux dire, bah, c'est des contraintes pour tout ça, parce que bon, que ce soit des assistants, etc. Et votre thèse de dire, donc, c'était jeune, tout ça, elle est bonne, elle va dans le bon sens, on espère que ça va donner son fruit, tout ça. Concernant le CHU, il n'est pas encore ouvert. Et ça, c'est un handicap pour tout ce qui est stage, etc. Ma question est la suivante. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une date précise d'ouverture? Et est-ce qu'il y a aussi tout le nécessaire, c'est-à-dire le matériel, les ressources humaines, etc. Est-ce qu'ils sont là? C'est-à-dire, vous dites que demain il va ouvrir, est-ce qu'on va avoir des professeurs, on va avoir du matériel, etc. Les professeurs sont ceux qui existent maintenant et qui travaillent à l'hôpital Farabi, pour la plupart. On en aura certainement d'autres. Les PA dont nous parlions tout à l'heure, beaucoup d'entre eux sont devenus professeurs agrégés. Et le processus de recrutement va continuer. Donc nous allons démarrer avec l'existant. L'existant, c'est 62 professeurs. L'existant, c'est entre internes et résidents une centaine, n'est-ce pas? Et ça va certainement nous permettre de démarrer correctement.
c'est sûr qu'on n'atteindra pas la vitesse de croisière avant quelques années, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, pour ce qui est des équipements, il y aura tous les équipements qu'un CHU moderne peut contenir. Et la quasi-totalité des équipements sont soit achetés et installés, soit en cours d'achat et d'installation. Donc d'ici à la fin juin, tous les marchés qui restent à lancer seront lancés. Et nous tablons sur septembre-octobre pour que tous les équipements soient là. Et nous nous donnerons encore 2 mois d'essai, parce que ce matériel, une fois installé, il va falloir l'essayer. Et c'est pour cela que, tout à l'heure, je disais que tous, autant que nous sommes, c'est-à-dire doyen, directeur du CHU, pouvoir public, ministère de la Santé, tous nous tablons sur la fin de l'année. Et il y a tout à penser que d'ici à la fin de l'année, ça sera fait. Parce que, en même temps, le processus de recrutement du personnel paramédical, du personnel technique, administratif du CHU, eh bien, il est déjà lancé. Et en principe, on devrait pouvoir disposer de ce dont nous avons besoin comme personnel vers septembre-octobre. Si je comprends bien, c'est à partir de septembre 2013 et ça va à partir, moi, j'ai la conviction que ce CHU démarrera avant le début de l'année prochaine. C'est bon. Juste une dernière question. Juste une dernière question qui, en marge de ce qu'on est en train de discuter, ces derniers temps, il y avait eu des remaniements au niveau des responsables dans la région pour certains problèmes. Et donc, le secteur, il est un peu secoué par ces remaniements. Est-ce que ça ne va pas entacher ou émailler le bon déroulement? Quel remaniement? Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il y a un changement de directeur dans la région, etc. Le directeur régional? Ouais. Le directeur régional, il est là depuis une année. Et je pense qu'il est là encore pour un moment. Et puisque vous parlez du directeur régional, moi je dis, peut-être que ça vous n'allez pas l'écrire. Moi je dis, la chance de ce CHU, c'est qu'on est le nouveau wali. Moi je peux vous le dire, mais ça c'est entre nous. كون ما كانش السي مهيديه هاد السي اي شي هادشي اللي الهضره اللي كنقولوا دابا كنا غنقولوها من دابا عامين ولا 3 سنين. Quand il a débarqué, parce que moi je le connaissais avant Simidia, moi je le connais depuis 1994, quand il s'était occupé de Celle El Jadid. Je le connais. Quand il a débarqué ici, مشيت عنده la première semaine. Le Simidia تعاوني على هاد السي شي هذا. قال لي كون هاني et j'ai vu comment il fait. Il est sur le chantier, mais de fin. C'est inimaginable. Et sans lui, jamais on en serait là où on est. Et donc ça, c'est la première chance. La deuxième, c'est le nouveau directeur régional, Sikouala. Sikouala a été mon élève pour l'histoire. Donc il me connaissait. Moi, je ne le connaissais pas. Il me connaissait parce que donc voilà, apparemment Carreto. Ce monsieur, il nous facilite la tâche d'une façon inimaginable. Parce que nos étudiants, nos enseignants, ils sont Al-Farabi. Et il s'est passé à Al-Farabi ce qui ne s'est pas passé à Marrakech ni à Fès quand ces deux CHU ont démarré. Parce qu'ils ont démarré aussi, comme nous, dans les structures de la santé publique. Ils ont eu des problèmes monstrueux qui étaient inhérents à quoi? Qui étaient inhérents à une animosité, à une inadéquation entre des CHU qui débarquent et des médecins de la santé publique qui sont là. Et ça a créé des problèmes monstrueux. Alhamdoulilah, on les a jamais eu ici. On les a jamais eu, pourquoi? Parce que moi, quand j'ai débarqué, il se trouve que tous les gens qui sont à l'hôpital, je les connais. Enfin, ceux que je ne connais pas, eux, ils me connaissent. Et tous m'ont dit, ils m'ont facilité la tâche de façon extraordinaire. On a, comment dire, les portes grandes ouvertes à l'hôpital Al-Farabi, alors que c'est une structure de la santé publique qui n'est pas censée, comment dire, intervenir dans le processus d'encadrement et d'enseignement. Et avec Hachi, Fokt Sibaston. Maintenant, quand Sikouala est venu, les portes qui étaient entrouvertes comme ça, elles sont devenues grandes ouvertes. Et d'ailleurs, le directeur général du CHU, il est nommé maintenant, Sid Daoudi.
Bon, on attend juste le papier officiel. Mais avant même qu'il ne fût nommé, eh ben, c'est quoi là pour tout ce qui est administratif. Je connais les d'abord pour préparer l'ouverture prochaine. C'est les gens de la direction régionale. Il n'y a pas encore de structure administrative du CHU. Et bien la structure administrative qui nous aide, qui nous accompagne, c'est la direction régionale. Donc, alors, j'ai dit deux grandes chances, mais si Mehdi, aussi Kouara. Il y a certainement d'autres, pour ne pas les. Mais Hedjou Jadou, Zamé nous a grandement aidé. Et si Mehdi en particulier, d'ailleurs je lui dis, il y a fait pour le congrès des médecins, il était présent, et je l'ai dit solennellement, je l'ai remercié solennellement, sans ce monsieur, je ne sais pas ce qui se serait passé. Je ne sais pas, peut-être 2016, peut-être 2017, parce que je voyais le chantier. Mais depuis qu'il est arrivé, je peux me permettre de dire ça va être la fin de l'année. Et ce qu'il a fait en un an, c'est extraordinaire. Malheureusement, auparavant, c'était un chantier léthargique, quoi. Comme vous venez de le dire, le succès de la fin de où on est concernant la faculté de médecine du CHU revient toujours à la collaboration, à la synergie. Bien sûr. Je vais vous dire une chose. Ça fait maintenant bientôt 3 ans. Je suis officiellement doyen depuis 2 ans, mais j'ai travaillé pendant 14 mois en officieux. Là où je vais, je vous assure que j'ai vu pratiquement tous les acteurs de la ville. Là où je vais, comme le CHU, la faculté, c'est une chance extraordinaire pour la région. Ce n'est pas mon affaire, c'est votre affaire à tous. Le CHU d'Oujda va être certainement le plus grand employeur de la région. Je parle d'emploi direct. Maintenant, si j'intègre les emplois indirects, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Il faut imaginer le nombre de commerces que ça va générer. Le nombre de... Un exemple, l'hôpital Avicenne, là où je travaille, le jour, l'hôpital Avicenne reçoit en visiteurs 15,000 wahd par jour. L'équivalent d'une petite ville comme, je sais pas, comme Ahfir. Eh bien, il y a une ville comme Ahfir qui débarque au CHU. Donc, et puis sans parler de la faculté, vous l'avez probablement constaté depuis quelque temps, c'est ouverte sur le monde, tous les congrès se passent ici, les pharmaciens, les médecins, et puis même le niveau de la santé, il va monter. Le CHU, la faculté, crée un appel d'air. Je peux vous assurer que la médecine privée de la région est obligée de s'améliorer, par la force des choses. Il y avait des cliniques pas aux normes, aux normes. Parce qu'ils sont obligés de suivre, n'est-ce pas? Et demain, après-demain, il y aura certainement des professeurs qui vont partir dans le privé, qui vont démissionner. Et ils vont partir ici à Oujda. Je peux vous dire, à Rabat, par exemple, en 82, il y avait 2 ou 3 cliniques. Et le niveau de la médecine à Rabat, dans le privé, parce que beaucoup d'enseignants sont sortis dans le privé, et c'est eux qui ont tiré la médecine vers le haut. Donc, à court terme, à moyen terme, à long terme, le CHU d'Oujda, la faculté d'Oujda, va créer, c'est un coup de boost extraordinaire. Monsieur le professeur, on vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur la situation du CHU. C'est une valeur ajoutée pour la région. C'est une très grosse valeur ajoutée. Dernier mot. Merci beaucoup pour ce que vous faites. J'ai vu que vous avez publié ça, ce qui m'a fait énormément plaisir, parce que j'aime bien que les médecins soient de temps en temps mis en valeur. Vous savez comment ça se passe actuellement, malheureusement, les médecins sont pointés du doigt. À tort ou à raison, je suis sûr que dans toutes les professions, il y a les bons, il y a les mauvais, il y a les ripoux, il y a les brebis galeuses, Mais ça me fait mal quand les médecins ne sont cités un peu partout que pour le négatif, quoi. Alors quand il y a des choses positives comme ça qui sont dites, moi ça me fait plaisir. Et je peux vous assurer que le monsieur dont vous parlez ici, le docteur Lamri, c'est quelqu'un qui est résident. Oui. Le docteur Lamri, il a probablement 55 ans.
C'est-à-dire quand il aura fini sa spécialité, il sera à la retraite. Mais il est d'une abnégation, d'un sérieux extraordinaire. Je lui tire mon chapeau. Sid, il est peut-être plus âgé que moi. Hein. Il démarre sa spécialité à 50 ans ou à 52 ans. Mais ce qu'il fait à l'hôpital, c'est... Et donc quand je vois son nom ici, ça me fait plaisir, parce que je me sens un peu... Voilà. C'est comme si c'était moi dont on parlait. Et bien sûr, c'est Bouziane. Alors c'est Bouziane et pas Bouziani. Et donc ça encourage les gens à aller de l'avant. Mais le reste, ça décourage. Mais honnêtement, quand moi je vois écrire des choses qui souvent ne sont même pas vraies, ça décourage des bonnes volontés. Donc merci pour cet article.